Black people can't be anti-Semitic. We are Jew. You understand what I'm saying? We are Jew. I really believe it's a conspiracy because the story always ends the same. We pioneer, we innovate. You know, at the end of the story, you know, it's not an accident. It's happened on purpose. You have to be logical. You know, if I know that in this hotel room they have food every day, and I'm knocking on the door every day to eat, and they open the door, let me see the party, let me see like them throwing salami all over I mean, just like throwing food around. Well, they're telling me there's no food in here. You know what I'm saying? Every day, I'm standing outside trying to sing my way in. You know what I'm saying? We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song is going to change to, we hungry, we need some food. After 2-3 weeks, it's like, you know, give me all the food, breaking out the door. And after a year, and you just like, you know what I'm saying, I'm picking the lock, coming through the door, blasting, you know what I'm saying? It's like you hungry, you reached your level, you don't want any more. C'est une guerre qui semble être d'un autre temps. I'm going to war. I'm not afraid. I'm not afraid of y'all no more. C'est une guerre mystérieuse, froide, dure, outrancière. Still, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. It's not an accident. It's happened on purpose. C'est une guerre comme on en a rarement connue. En tout cas, elle ne ressemble pas à celle qu'on nous racontait dans les livres. Parce que vous en conviendrez, quand en 2022, Kanye se pose devant les médias et répète à foison « Les Noirs sont les vrais G », I'm saying I'm Jew. You're Jew. We blood of Christ. We blood of Moses. And if we knew that, who we really were, we'd treat each other differently. On n'a pas l'impression dans ce moment-là que il reprend en réalité les codes d'une bataille millénaire presque historique et distordue qu'est celle du peuple élu. We were the slaves that Moses freed. On a l'impression au contraire que il délire totalement, que c'est un illuminé, et peut-être effectivement il délire totalement, et peut-être qu'effectivement c'est un total illuminé. C'est ce qu'on va voir au bout de cette analyse. Je précise aussi, parce que vous connaissez mes contenus, expliquer ce n'est jamais cautionné selon moi, vous commencez à connaître ma chaîne YouTube, et on va utiliser plein d'abréviations. On va parfois passer par certains mots court-circuités. Pourquoi? Parce que justement j'aimerais qu'on aille au bout de l'analyse, et que sur YouTube c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que des fois je dirais peuple G, ou alors BHI, ce n'est absolument pas pour manquer de respect ou alors pour minimiser un quelconque acte, c'est au contraire pour qu'on puisse justement court-circuiter parfois un peu YouTube et aller descendre nos escaliers, parce qu'on va descendre des escaliers pour retrouver ce qu'on doit trouver, s'il y a quelque chose à trouver d'ailleurs. En tout cas, précisément, la phrase de Kanye, on peut penser que c'est une phrase isolée parce qu'on a tous une interprétation différente de la Bible. On la voit tous à la lumière de nos propres cœurs, si on peut le dire ainsi. Et justement, dans la Bible, il y a un passage qui a intéressé pas mal d'Afro-Américains, pas mal de personnes noires et qui les ont touchés en plein cœur, notamment aux États-Unis. C'est le Deutéronome 28-68. Pour ceux qui ont une Bible, là, lisez-le. Pour ceux qui le connaissent par cœur, c'est le moment de le réciter en chœur avec moi. Et l'Éternel te ramènera en Égypte par des navires, par le chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves. Il n'y aura plus personne pour vous racheter. Cette phrase, dans le contexte biblique, pour ceux qui le comprennent, c'est le discours de Moïse adressé au peuple d'Israël juste avant qu'il n'arrive en terre promise. C'est un avertissement prophétique entre le 1er et le 14e verset sur les bénédictions, et sur la suite ce sont les malédictions. Le 68e qu'on vient de se lire, c'est plus ou moins la conclusion des malédictions. Et je sais que là certains sont en train de te dire, mais Stevie, où est-ce que tu nous amènes? Oui, tu as dit qu'on prend les escaliers, on descend et tout, mais voilà, on voit rien en fait dans ta cave là. On a nos torches et tout. Nous, on est venu parler de Kanye, de ce qu'il pense du petit homme moustachu. Est-ce qu'il est totalement fou? Est-ce que il va tout perdre? Mais justement, rappelez-vous, c'est très important. Au moment où Kanye sort cette phrase en 2022, si vous faites un tour de regard sur la scène américaine, il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui vont dire quasiment la même chose que lui. Il y a Nick Cannon, dont on avait parlé, qui va dire quasiment sensiblement la même chose. We are the Semitic people. When we are the same people that who they want to be,
That's our birthright. Il va faire plusieurs interviews et il va s'excuser après. Il y a le basketteur aussi dans la même période, Kyrie Irving, qui va le soutenir. Rappelez-vous, il va poster un documentaire qui était premier sur Amazon, que j'avais d'ailleurs vu, qui va rester très longtemps sur Amazon, et il va soutenir des propos qui vont faire en sorte qu'il soit suspendu avant finalement d'être réintégré. Donc Kanye n'était pas seul. Et là, vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce que tous ces gens pensent plus ou moins la même chose, totalement dingue? Est-ce qu'il y a une espèce de petite drogue qu'on leur donne là-bas qui les fait totalement perdre la tête? Pourquoi est-ce que Kanye passe ses journées à envoyer des tweets plus orduriers et injuriés les uns les autres? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En fait, c'est simple. C'est parce que malgré tout, et dans tout ce brouhaha parfois qui nous semble totalement dingue, il y a quelque chose qui résiste de façon dangereuse. C'est une idéologie. Depuis environ la moitié du XXe siècle aux États-Unis, il y a un mouvement qui monte de plus en plus. C'est un mouvement qu'on appellera les BHI, Black Hebrews Israélites, les Noirs Hébreux Israéliens, qui en fait est un mouvement politico-religieux plutôt tentaculaire. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs formes et ils ont plusieurs bébés. Mais globalement, leur principale particularité, c'est que, effectivement, comme vous avez pu le comprendre ou non, c'est les personnes noires qui se revendiquent comme étant le peuple élu. Et c'est donc la fameuse phrase de Kanye qui vous dit « Les Noirs sont les vrais G ». We were the slaves that Moses freed. What? Là, votre esprit est en train de vous dire, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce que j'ai raté en cours d'histoire? Pause. Il se base exactement sur le verset de la Bible qu'on a lu tout à l'heure, et donc du coup, qu'on va se relire ensemble. Et l'Éternel te ramènera en Égypte par des navires, par le chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves. Il n'y aura plus personne pour vous racheter. La traduction que ce mouvement fait de cette partie-là, c'est qu'en fait, l'Égypte est égale à l'esclavage et à l'oppression. Les navires, c'est la traite négrière transatlantique. Et la vente à vos ennemis, c'est l'esclavage colonial, pas de rachat, abandon, absence de sauveur. En fait, ils ont revu l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, comme une sorte de prophétie divine dont on retrouve les éléments précis dans la fameuse Bible. Je sais que certains sont en train de se dire, mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Je sais que vous pourrez être choqués, mais continuons à descendre les escaliers, prenez les torches et tout, on va y arriver. La cave est pas très loin. Dans le Deutéronome 28-48, toujours du même livre, tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, la nudité et le manque de toute chose. Cette phrase est réinterprétée par le même mouvement comme étant la preuve que les Noirs américains, ça c'est très important, sont donc exploités par leurs ennemis qui ne sont autres que les personnes qui les ont remplacés. Ce qui, encore une fois, est exactement ce que Kanye West vous dit. The Jewish community, they'll take one of us, the brightest of us, right, that can really feed a whole village, and they'll take us and milk us till we die, and then Stevie Wonder's son got to get a job. What I'm doing is I'm me tooing the Jewish culture. I'm saying, y'all got to stand up and admit to what y'all been doing. Mais pause, parce que ça ne s'arrête pas là. Dans la Genèse, il y a encore un chapitre qui est très important, qui dit « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ». Je veux vraiment que vous écoutiez tout ce que je vous dis. Je sais que ça peut être un peu professoral, mais pour qu'on puisse déminer, il y a un jeu quand j'étais petit auquel une de mes tantes adorait jouer, et c'était le démineur. Donc on va faire comme ça, on va déminer les petits trucs, mais pour qu'on puisse déminer, il faut qu'on voit toutes les cases. Et donc là, dans la Genèse, il est dit « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et opprimés pendant 400 ans. » Vous commencez à voir où on va. Alors, l'élément qui vous manque, c'est de vous dire, mais attendez, du coup, ok. Ils ont été asservis 400 ans, ok. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont noirs? Oui, bah oui. C'est la question que vous dites, mais quel est le rapport avec la peau noire? En fait, on le trouve toujours, et c'est très intéressant, dans la Bible, dans cette idéologie. Parce qu'encore une fois, dans l'interprétation qu'ils font de la Bible, dans les lamentations, le peuple élu dit « Notre peau est brûlante comme un four à cause des ardeurs de la faim. » Du coup, ils estiment que cette description correspond à des personnes qui sont foncées de peau. Et plus loin dans la description de Jésus, on dit « Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, ses pieds étaient comme du bronze ardent. » Ce qui, dans l'interprétation des BHI, veut dire que Jésus était noir. Et si Jésus était noir, son peuple l'est aussi.
Je pense que j'en ai perdu beaucoup là, parce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je délire, est-ce que je suis totalement fou? Alors c'est vrai que j'ai écouté pas mal 212 d'Azela Banks ce week-end, mais je pense que j'ai encore tous mes sens. Je suis lucide. C'est la question qui devrait revenir là dans vos esprits, c'est de savoir, ok, mais comment ils font le lien avec l'Afrique? Parce que là, vous avez déjà compris les 400 ans d'esclavage et tout, vous avez compris cette partie-là. Donc du coup, vous vous dites, mais le lien avec l'Afrique, forcément, il est quelque part. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante de notre déminage. Et ça me rappelle justement toujours la chanson de Kendrick Lamar. Parce que la vie, c'est toujours comment on la voit et comment on l'analyse. Et c'est toujours une réinterprétation, encore une fois, de la Bible. I realize life is perspective, and my perspective may differ from yours. Parce que les Romains chassent le peuple élu de Jérusalem. Eux, ils estiment qu'ils sont le peuple élu. On l'a compris. Donc, du coup, quand on les chasse de Jérusalem, ils vont en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre pour échapper à la persécution. Et c'est donc là qu'ils vont rencontrer les autres Noirs. Et ce sont donc leurs descendants à eux qui vont être capturés et vendus lors de la traite négrière. En fait, il y a une séparation très claire qui est faite entre eux, qui sont donc le peuple élu, et qui ont donc trouvé des Africains à la peau noire en Afrique, et les Africains, ils sont le peuple choisi qui ont trouvé les Africains en Afrique. Du coup, ils ont un peu rigolé, voilà. Mais ces Africains les ont trahis. D'ailleurs, pour ceux qui comprennent bien d'ailleurs le texte biblique, les Africains sont les descendants de Cam, et eux sont les descendants de Sem. Ils ne peuvent pas être directement leurs frères, vu qu'ils leur reprochent précisément de les avoir vendus. Mais dans le même temps, en leur reprochant de les avoir vendus, c'est quoi? Pour être sûr que vous avez très bien compris et que je suis pas trop mauvais là. Oui, c'est la prophétie. C'est-à-dire que les Africains étaient obligés de les vendre pour que la prophétie se réalise. C'était leur malédiction qu'ils étaient censés subir, mais pas jusqu'au bout parce que maintenant, nous avons tous les points. Vous avez compris la structure de l'idéologie. Les Noirs esclavagisés sont les vrais G. C'est de là que ça vient en fait. Les Noirs esclavagisés sont les vrais G. Pourquoi? La déportation, le fait qu'ils aient été transportés est la preuve justement que Dieu les a punis, et c'est écrit donc encore une fois dans la Bible. And black people have a lot of movies about the pain of slavery, right? It's almost impossible to find a movie about Mansa Musa. When you go to the African History Museum in Washington, D.C., it doesn't start with the idea of Africans being kings. It starts with the idea of Africans being slaves. How many times you've heard like a rapper, talk about we were kings? That's incorrect. If we're Jew, and since we are, we weren't the kings. We were the slaves that Moses freed. Je suis complètement perdu. La punition est due à leur désobéissance des commandements, et leur rédemption ne peut, et là c'est super important, revenir qu'à un retour à ces lois et qu'à une bataille contre les personnes qu'ils estiment les avoir esclavagisés et surtout les avoir usurpés. La vidéo est finie. J'aime quand les vidéos sont aussi courtes parce que là tout est dit, vous n'avez plus besoin que j'extrapole, que je parle, que je détaille. À moins que peut-être que vous posez la question de savoir, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Comment c'est possible que autant de millions, parce que oui, la vérité est qu'il s'agit de millions d'Afro-Américains, pas de 2, 3, mais de millions d'Afro-Américains qui croient en cette prophétie. Alors, une chose que j'aime pas faire, c'est l'opposition des douleurs. C'est-à-dire que le fait d'expliquer dans cette partie de la vidéo la douleur de la communauté nord-américaine ne veut absolument pas dire que je bannis la douleur des communautés G. C'est-à-dire que c'est tout aussi respectueux, et je pense que dans la vidéo sur Israël-Palestine, j'avais mis ça en exergue. C'est-à-dire que je ne suis vraiment pas dans l'opposition des douleurs, mais ici, pour comprendre pourquoi on en arrive là, il faut comprendre effectivement la douleur que c'est que l'esclavage. Et en fait, souvent c'est banalisé, mais pendant 400 ans, les populations noires qui ont été déportées aux États-Unis ont été privées de tout ce qui fait un simple être humain. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu de nom, une langue, une famille, une spiritualité, un passé. C'est-à-dire que, réfléchissez-y, ils ont été privés de tout. Il y a pas quoi que ce soit qui leur a appartenu. Ils sont arrivés là comme du bétail, et en fait, on leur a tout retiré, ce qui fait que vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain qui me regardez là parce que vous avez une histoire, vous avez quelque chose qui vous relie à quelque chose.
eux, ils ont été apportés quelque part et on a tout enlevé, même le nom. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? On a remplacé. On leur a donné un prénom de maître, une religion de maître, un statut d'objet. Et souvent, c'est d'ailleurs pour ça que quand les gens vous disent que l'esclavage c'est il y a 400 ans, ça me fait toujours sourire parce que ça veut dire qu'ils comprennent pas ce que c'est. Et encore une fois, je ne fais pas d'opposition de douleur, c'est pas ça. Je pense que chaque personne a le droit de dire que voici ce que j'ai subi. Après, on t'écoute, l'autre personne aussi parle. C'est juste précis sur ça. Parce que quand tu fais ça à un peuple, tu le prives totalement de son passé. Tu le prives aussi parce que ça te permet de l'esclavagiser et de le terroriser et de le diminuer. Tu le prives aussi d'un récit fondateur sur lequel se projeter. C'est-à-dire que tu laisses des êtres humains comme ça, en mode voilà. Quand les blancs américains arrivent là-bas, ils ont un récit, ils ont leur légende, ils se rallient à l'Europe. Les Asiatiques aussi ont un récit. Mais les Afro-Américains, si vous y pensez, ils n'ont rien. C'est assez frappant d'ailleurs, ça se voit. Je trouve que jusqu'aujourd'hui ça se voit. C'est limite comme si tu étais au sommet du monde et en fait que en bas de toi il y avait une trappe, il y a rien. Donc factuellement tu es obligé de créer quelque chose. Et c'est là où le discours des Black Hebrews israélites a donné une sorte de grandeur. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un destin commun. C'est-à-dire que c'est une ligne sacrée, une origine commune. C'est une histoire presque mythologique. C'est une histoire mythologique. C'est-à-dire que on leur a enlevé quelque chose qu'ils doivent retrouver. Ils ont une lignée divine. On leur dit vous n'êtes pas rien. On leur dit votre identité en réalité vaut de l'or. C'est vous les premiers qu'on a ramenés à la dernière place du fait du biais historique. On vous a volé votre identité sacrée. Quand un peuple souffre et les Afro-Américains souffrent. La musique dont on parle sur cette chaîne raconte la souffrance extrême des Afro-Américains, les traumas de tous les artistes là. Alors, on a beaucoup parlé d'artistes féminines, mais quand on parle des rappeurs, enfin, aucun ne connaît leurs parents. C'est-à-dire que c'est une musique de souffrance. Et en fait, ce qui est intéressant et que a fait le discours de Black Hebrew Jews, c'est qu'en fait, on a trouvé une raison à ces souffrances-là. Prenez des Afro-Américains qui vivent dans les ghettos, qui ne connaissent rien, la police ne passe jamais. Quand on reprend le Deutéronome 28, on parle de famine, les quartiers délaissés, l'oppression, la ségrégation légale, les navires, la traite négrière, l'exil, la ghettoisation. Ça veut dire qu'en fait, quittons nos égos de se dire que oui, nous sommes intelligents et brillants et tout. Mais mettez-vous à la place de gens qui, en fait, pendant des générations ont été coupés. Et quand ils lisent ça, et quand vous lisez ça, vous pouvez imaginer avec une certaine empathie, voilà, comment en fait ça peut décrire dans leur esprit ce qu'ont vécu leurs parents, grands-parents et voilà. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de lignée, ben en fait finalement ça devient quelque chose où on se dit que en fait on ne souffre pas pour rien. C'est ça, c'est-à-dire que ils ont réussi à donner une réponse spirituelle à une blessure historique, parce que notre douleur est la preuve même de notre importance. Et là, vous dites, ok. Alors, déjà, l'émoi n'est pas une réalité. Le fait d'être ému ne nous convainc pas de quelque chose de réel. Et certainement, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il faut une fixation sur le peuple G? Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement sur ce peuple-là? Ben, en fait, la réponse est en réalité douloureuse parce que c'est une opposition de souffrance. Dans la Bible, le peuple G est décrit comme un peuple qui souffre encore et encore. Exil, persécution, pogrom, destruction, errance, c'est-à-dire que c'est vraiment un peuple, quand vous lisez la Bible, qui porte la douleur vraiment comme un manteau. Il traverse l'histoire avec la douleur comme un vrai manteau. Et précisément dans ce récit religieux, cette douleur a un sens. Elle est censée mener à la protection divine, au retour, à la délivrance. D'ailleurs, dans l'actualité, on le retrouve encore cette idéologie-là, parce que finalement, nous ne sommes qu'une partie, une infime partie, je vous le dis souvent, de l'histoire. Black people can't be anti-Semitic. We are Jew. You understand what I'm saying? We are Jew. So cool out. Until you do your facts, until you really do the facts with the fake indoctrination that y'all pull into the schools and all that, you know what I'm saying? We're not following y'all rules. I'm kids that love me, all the Jewish kids that love me. I'm sorry if y'all had to hear a grown-up conversation with us screaming at each other. But we got to a point where something needed to happen. Something needed to be said. Somebody needed to say something. Now, if you're in an argument with somebody, you're not going to say everything the right way. But it got to a point where y'all ain't going to just keep running, start calling me bizarre and press for all these years. I got to a point, how many more times y'all going to call me crazy? Bah, en fait, les BHI reprennent cette idéologie, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en regardant l'histoire de la ségrégation, de l'esclavage, de la pauvreté, des quartiers, de la ghettoisation, ils se disent, mais
personne n'a autant souffert que nous. Donc en fait, les vrais dont on parle là, c'est nous. C'est-à-dire que la douleur devient une preuve, la souffrance un argument. Et comme on peut pas avoir deux peuples qui occupent la même place, du coup on s'oppose factuellement dans nos souffrances. Et là où ça devient donc spécifique et dangereux dans le contexte américain, ça revient à la précédente vidéo sur Kanye West. C'est-à-dire que les Afro-Américains dans le contexte américain se sont rendus compte, selon leurs interprétations, que souvent c'était les personnes juives qui étaient propriétaires des labels, de l'immobilier. On sait par exemple que, voilà, souvent on va parler du fait que, ils seront avocats, ils seront commerciaux. Ça s'explique aussi historiquement. C'est-à-dire que le fait qu'ils avaient été ostracisés de certains métiers a fait en sorte que ils soient contenus dans des métiers parfois financiers parce que justement les chrétiens ne voulaient pas toucher à ces métiers-là. Au début, ils étaient super mal vus. Sur le long terme de l'histoire, c'est devenu que, eux, ils ont l'argent. Sauf que dans le contexte américain, comme eux ne possèdent rien, et qui sont toujours à la botte de tout, et c'est ce que Kanye vous répète en longueur d'interview, en fait, ils ont fini par se dire, c'est nous le peuple qui souffrons, et les personnes qui nous ont usurpé notre place, ce sont eux. C'est pour ça que d'ailleurs Kanye, vous vous rappelez les fameuses interviews avec toutes les sociétés possédées par les personnes G, c'était la retranscription parfaite du discours des BHI et le glissement d'une douleur qui s'oppose à une autre douleur. Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS News, Columbia Pictures, Warner Brothers, ESPN Sports, Fox News, Washington Post, Metro Goldwyn Mayer, MTV Music Television, Nickelodeon, USA Today. Là, on est toujours dans nos petits escaliers, on descend, on continue à descendre. Et j'imagine que certains se disent, mais de quoi on parle? Est-ce que c'est possible tout ça? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, je pense que si certains connaissent bien Paris, des fois vous tombez sur des BHI dans la rue. Moi, je suis très souvent tombé sur eux, je les reconnais à leurs vêtements et tout, et je connais assez bien leur discours. Et peut-être que la question qui vous obsède là tout de suite, c'est de savoir, ok Stevie, dis-nous tout. Est-ce que Kanye est fou, est-ce qu'il n'est pas fou? J'imagine que c'est ça. C'est bon, ok, on a compris la Bible et tout. Mais est-ce que Kanye est fou, est-ce qu'il n'est pas fou? Est-ce qu'il est fou, Alors, la question, c'est que je peux pas savoir si Kanye est fou ou il est pas fou. Je pourrais pas vous dire. Je sais pas si, je l'ai jamais rencontré. Alors, vu que vous me connaissez, que je suis toujours très honnête avec vous, voilà, je pense que si vous avez suivi cette chaîne YouTube, vous savez que moi, je suis un grand fanatique de Kanye West. Donc, du coup, au début de la chaîne, il y a beaucoup de vidéos sur lui. Après, j'ai totalement arrêté avant la dernière sur lui et Michael Jackson. Et justement, la dernière, quand j'avais fait la vidéo sur Kanye avec Michael Jackson, j'avais fait parce que je vous avais déjà dit tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. En fait, quand j'ai fait cette vidéo, normalement, cette nouvelle vidéo est une réédite. Alors, c'est une réédite avec des explications parce que je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément les explications. Mais pour moi, j'avais déjà tout dit. Pourquoi est-ce que j'avais tout dit? Parce qu'en fait, Kanye avait déjà tout dit. En fait, ça fait très longtemps qu'effectivement, moi, j'écoute toutes les interviews de Kanye West, je décrypte ses albums, j'écoute ses interviews, et que j'avais compris le propos de fond. Tout le propos de fond qui est en vérité, et c'est ça qui est très important, le même. I'm Michael now. Every Michael you can think of, but mostly Godfather Michael now. Black artists have been taken advantage of. Il n'a pas changé de propos, non. Il est le même, il est le même depuis 2005. Il a juste, et c'est ça qui est frappant, adapté son discours à différentes époques. Mais globalement, si vous l'écoutez, et vous écoutez le discours de fond est toujours le même. I really believe it's a conspiracy because the story always ends the same. We pioneer, we innovate, at the end of the story, it's not an accident. It's happened on purpose. They'll hire black people all day long as they're part of the political agenda. The Jewish community, they'll take one of us, the brightest of us, right, that can really feed a whole village, and they'll take us and milk us till we die, and then Stevie Wonder's son got to get a job. Alors, je vais préciser quelque chose. Moi, je peux pas déterminer de l'état mental de Kanye West. Je peux vous donner une idée de ce que j'ai, mais je peux pas savoir. Je sais en revanche une chose. J'ai rarement vu quelqu'un sauter, chanter, changer de tout. C'est-à-dire que aller dans tous les états possibles et imaginables et retomber à chaque fois sur la même idéologie. Ce qui veut dire que c'est soit, et effectivement, moi je pense qu'il est bipolaire, et que peut-être que comme il était bipolaire, c'était plus facile pour lui d'entrer dans cette idéologie, ou alors veut dire que
il a une maladie mentale, mais que sa maladie mentale ne l'empêche pas de dérouler son discours. Parce que dire « je suis Michael Jackson », après avoir dit tout ce qu'il avait dit, était très clair, était un référentiel très clair. Je vous ai expliqué que les Afro-Américains ne le disent peut-être pas, mais ils sont biberonnés à cette idéologie-là. Depuis très jeunes, depuis très petits dans les quartiers. Alors, souvent, et c'est ça le parallèle que peut-être que certains n'ont pas souvent vu. And the other powerful icons in black music, when they were at the top of the game, they didn't fight at that point. They were too afraid of losing whatever they had. Alors, souvent, il est mélangé avec Nation of Islam. Parce que Nation of Islam, avec Louis Farrakhan, ont plus ou moins défendu la même idéologie. Louis Farrakhan a un discours aussi clairement antisémite. D'ailleurs, il a été banni de Twitter sur ça. And he misspoke, because we didn't choose slavery. Come on now, nobody that loves freedom would choose slavery. But it was a choice. But it wasn't our choice. It was God's choice. And when you understand Scripture, the people of God, the people of Abraham, were prophesied to go into bondage in a strange land among a strange people for 400 years. And we have served that sentence. But that sentence was God's way of, first of all, purifying us for the next phase of the world's existence, because he said, I'm going to choose a people, I'm going to take the bottom rail, bring it to the top. You will no longer be the tail, but you shall be the head. Et rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2022, quand Kanye West fait ses sorties, qu'est-ce que fait Louis Farrakhan? Louis Farrakhan fait une sortie en disant que vous soyez noir, chrétien ou musulman, défendez-le, c'est votre frère. Pourquoi? Parce que Louis Farrakhan comprend très très bien ce que Kanye West dit, et je vais vous dire pire. Now the ADL has jumped on Kanye West. Did he lie? No. He told the truth. Tous les artistes américains, afro-américains, comprennent très bien, voire trop bien ce que Kanye West veut dire. Là, vous venez d'écouter Kendrick Lamar dans l'album Damn, sur la chanson Ya, qui d'ailleurs le truc Ya en dit beaucoup. Il dit « Je suis un Israélien, ne m'appelez plus noir ». Cette phrase est une référence directe, très claire à l'idéologie de BHI. Mais en vérité, si vous prenez, et vous écoutez souvent les rappeurs plus ou moins conscients afro-américains, qui sont d'ailleurs des gars avec qui Kanye a souvent travaillé au début, Mos Def, Talib Kweli et tout, ils sont souvent sur cette ligne entre conscience noire et attaque subtile de l'idéologie de ce qu'ils pensent être l'oppresseur. C'est-à-dire que Talib Kweli dans Knowledge of Yourself, Mos Def dans des titres comme The Blast, mais par exemple même Jay-Z, vous vous rappelez dans The Story of O.J., dans cette chanson justement, il raconte l'histoire, et c'est génial d'ailleurs que ce soit ce titre-là, d'un homme afro-américain, O.J. Simpson. Et il prend O.J. Simpson, la métaphore de l'homme afro-américain aux États-Unis. Et à un moment dans la chanson, il dit, vous voulez savoir comment le peuple égé a fait pour avoir toutes ces propriétés en Amérique? Bah voici comment ils l'ont fait. Cette phrase a été très critiquée. Vous vous rappelez que plusieurs associations se sont élevées contre ce cliché en disant que c'était un cliché qu'il perpétuait. Jay-Z a dû s'expliquer en disant que lui voulait montrer à son peuple que voici comment on fait pour pouvoir y arriver et que ce n'était pas une critique négative. Mais en fait, le simple fait que Jay-Z l'ait fait à ce moment-là, pourquoi il l'a fait? Parce que c'est un langage que il sait que ses frères comprennent. Il sait que dans la rue, c'est quelque chose qu'on comprend. Que ce soit négativement ou pas négativement, le simple fait qu'il ait utilisé cette métaphore-là, de dire, regardez comment ils ont fait pour posséder tout ça. Voici comment ils l'ont fait. C'est parce qu'il sait que, en fait, dans la rue, on se pose la question de savoir comment ils ont fait. Et qu'il connaît la réponse originelle, parce qu'en vérité, quasiment tous ont des liens, souvent avec The Nation of Islam ou Farrakhan. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des meetings et tout, vous les y voyez tous, les T.I., les Sina Johnson, quasiment tous les artistes afro-américains. Enfin, moi, je les regarde souvent. Souvent, ils se cachent, mais j'ai compris au fil des années que c'est une idéologie qui est plus ou moins ancrée et qui leur permet aussi de façon plus subtile de se différencier des Africains. Parce que tant que tu es dans cette idéologie-là, et c'est pour ça aussi que elle est trouble et dangereuse, bah en fait ça te permet aussi de court-circuiter le fait que tu sois un descendant ou un frère direct des Africains. Les Africains, en fait, sont les personnes qui t'ont vendu parce qu'ils devaient le faire parce que toi, tu es un élu.
La peau noire n'est pas constituante de votre fraternité. Et c'est ce que racontait ce documentaire-là, qui a fait des millions de vues. Alors, moi, je dois vous dire que j'ai regardé ce documentaire 2 fois. Je l'ai trouvé effrayant de bêtises et de contre-vérité historique, alors que je ne suis pas historien. C'est-à-dire que j'ai fait des petits cours. Et je me suis dit, bon, quand même, il y a des trucs dans le documentaire, tu le regardes, tu te dis, en fait, ils se contredisent eux-mêmes sur ce qu'ils ont voulu dire. Mais ce qui est plus frappant, c'est le nombre de personnes, dont Kyrie Irving, qui étaient prêtes à se battre et à croire en ça. I'm going to repeat. I don't know how the label becomes justified because you guys ask me the same questions over and over again. But this is not going to turn into a spin around cycle, questions upon questions. I told you guys how I felt. I respect all walks of life and embrace all walks of life. That's where I sit. I think what people want to hear is yes or no on that question. Yes or no. I cannot be anti-Semitic if I know where I come from. I cannot be anti-Semitic if I know where I come from. Et l'une des personnes donc qui pour moi illustre le mieux ça, alors ça va choquer ses fans, c'est bien évidemment Michael Jackson. Et ça va vous choquer peut-être, mais oui, ceux qui connaissent la chanson They Don't Care About Us, c'est un titre de Michael Jackson qui sort donc en 95, et dans cette chanson-là, il y a un texte qui est équivoque. Il dit « You me kick me ». Frappe-moi, moi. Et ensuite, il y a un premier clip qui va être banni des écrans. Ce premier clip nous montre des Afro-Américains enchaînés, avec des institutions blanches au-dessus d'eux. Et maintenant, maintenant que vous connaissez bien l'idéologie de BHI, que vous revoyez ce clip. Alors, en fait, en général, les experts en Michael Jackson, les fans de Michael Jackson, ont la seconde interprétation de Michael Jackson. Pourquoi? Parce que, effectivement, on va attaquer Michael Jackson, il va devoir s'excuser, il va dire effectivement que Jumi, c'était une façon d'inclure la communauté juive dans son texte, mais c'était pas fait de façon offensive ou alors négative. Mais quand on va lui demander de changer le texte au début, il va pas vouloir. Bah alors, je ne préempte pas d'avoir la bonne version, surtout que je ne débat pas de Michael Jackson. Je trouve que on a fait de Michael Jackson quelqu'un de presque un dieu, et donc du coup, je pense que les dieux, on n'attaque pas les dieux. Mais en revanche, connaissant le contexte réel de la vie de Michael Jackson à ce moment-là, et ce qui va se passer par la suite, où il va tenir des propos qui sont clairement équivoques par rapport à une communauté en particulier, je crois que le texte est très clair. Et je pense d'ailleurs que le premier clip, est représentatif de ce que c'est que Michael Jackson est un génie. Je ne dis pas ça parce que je cautionne ce qu'il dit, mais parce qu'en fait, dans un clip de 4 minutes, il a réussi à vous résumer tout ce que je vous parle depuis des heures, en fait. Quand un gars de BHI voit ça, quand Kanye comprend très bien ce dont il parle. Quand il dit Sumi, Jumi, Michael Jackson va penser que sa chute à partir de 93 est orchestrée par l'industrie. Michael ne va jamais admettre qu'il a fait quoi que ce soit. Lui, il va penser toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie qu'il est victime d'un complot de l'industrie. It's time now that we have to put a stop to this incredible injustice. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. Je ne sais pas si c'était le cas, mais c'est l'idéologie qu'il va tenir et il va rendre responsable une partie des personnes qui tenaient les boss de l'industrie. Et c'est pour ça que cette chanson est comme ça. Et c'est pour ça qu'il est avec les Noirs enfermés. Et cette idée-là est exactement la même idée reprise par Kanye West qui vous dit que ça fait 400 ans qu'on est dans l'industrie. Le neveu de Stevie Wonder, je ne sais pas où il est, mais à ma droite, j'ai le neveu de la personne qui a travaillé pour Stevie Wonder. C'est la même idéologie. Sauf que Kanye West, dans sa maladie, je vous ai dit que je pense effectivement qu'il est malade, mais je peux pas vous dire de quoi, enfin, il est bipolaire, diagnostiqué et tout. Enfin, je peux pas vous dire à quel point ça influence ce qu'il dit ou comment il le dit. Je pourrais pas savoir. Le seul truc que j'arrive à me dire quand je l'entends parler, c'est que je pense que, au moins, à minima, ça a joué sur un point précis, le fait qu'ils se prennent pour le Messie. Et là, je suis sérieux, je crois que vous allez voir que je rigole, mais non. Je pense que il a fini par adopter toute cette idéologie-là et à croire que c'était lui, la personne qui allait sauver son peuple. D'ailleurs, il le dit, il vous dit qu'il est le Messie. When someone comes up and says something like, I am a God, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a God.
I just told you. That's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Or if I had a song that said, I'm a gangster? Or if I had a song that said, I'm a pimp? All those colors and patinas fit better on a person like me, right? But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner's. Il a retourné tous les codes. C'est pour ça qu'il va vers Trump. En fait, c'est vraiment important. En général, les Noirs se disent, ouais, il est allé vers Trump, il a dit que l'esclavage était un choix. Non, c'est parce que vous partez du principe que être de gauche, c'est être avec les Noirs. Kanye fait systématiquement l'inverse. Kanye ne fonctionne qu'en rapport de force. C'est les rapports de force des BHI. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit White Lives Matter, par exemple, ça vous choque. Vous vous dites, oh mon Dieu, c'est horrible. Mais en fait, dans son esprit à lui et dans leur esprit, c'est une manière de dire que nous ne sommes pas le petit peuple Black Lives Matter. On ne vous supplie pas, en fait. Nous aussi, on peut vous faire du mal. It felt like I saw white people wearing shirts that said Black Lives Matter. Like they were doing me such a favor by having a t-shirt that reminded me that my life mattered. Like I didn't already know that. So I thought I returned the favor. Kanye a un père, et chaque fois que Kanye, c'est hyper intéressant, fait intervenir son père, il vous rappelle tout le temps que son père est un Black Panther. Il se demandait qu'on a critiqué ses t-shirts au White Lives Matter, la personne qui l'a fait intervenir c'est son père en vous disant, papa a dit que c'est bien. You know, my dad is an educated ex-Black Panther, and he put a text to me that he said, White Lives Matter, ha 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 ha. And I said, I thought the shirt was a funny shirt. I thought the idea of me wearing it was funny. And I said, Dad, what do you think was funny? He said, just a black man stating the obvious. C'est pour ça, par exemple, qu'il se balade avec le chapeau du Ku Klux Klan noir. We breaking them down all this. I'm a fat bitch on the runway. I'm so powerful. No, you're not. You're causing death. That shit is unhealthy. C'est-à-dire que c'est du radicalisme, c'est un extrémisme qu'il a inversé. C'est un extrémisme profondément pro-afro-américain. Maintenant, au vu de l'histoire que vous connaissez et qui parfois peut être extrêmement cruelle et difficile, vous pourriez vous dire que peut-être que le fait que je sois un fan de musique, je ne tape peut-être pas assez dur sur Kanye. Vous pourriez vous dire, ah là 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 là, il a quand même fait la chanson horrible d'ailleurs, mais qui vous résume tout ce que je vous dis ici. Renoir dit bonjour au petit moustachu. Et vous pourriez vous dire que le fait d'être blessé n'autorise pas à blesser une autre communauté, chose avec laquelle je suis précisément d'accord, et qui en fait, si vous comprenez cette vidéo, en est le thème principal. Le fait d'expliquer n'est pas excusé. Le fait de mettre en exergue ce qui se passe, pour moi, n'est pas une manière de dédouaner. En revanche, je commence petit à petit avec le recul, moi qui ne suis qu'un simple petit youtubeur, je suis d'accord avec vous, de savoir à peu près qui va dire quoi. C'est-à-dire que j'ai une capacité d'agrégation qui est pas trop mauvaise, donc du coup, avec le temps, j'arrive à savoir qui pense quoi dans l'industrie américaine, dans d'autres industries aussi. Mais je sais aussi maintenant, dans les chansons, que Lupe Fiasco va dire que c'est ça de cette communauté-là qui dirigent les labels. Voilà, il va balancer ce genre de choses. Et avec le temps, ce que j'essaie de vous faire voir dans cette vidéo, c'est la hauteur. C'est-à-dire que si vous prenez de la hauteur, vous commencez à vous rendre compte que si Michael Jackson a dit ça, si Michael Jackson a dit certaines choses qui étaient équivoques, qui s'est excusé, il est revenu, mais bon, le fond était le même. Si Kanye reprend, en fait, on commence aussi à voir avec les réseaux sociaux que plein de gens reprennent une certaine idéologie profondément raciste sans en comprendre le fond. Et pourquoi est-ce que j'explique le fond? Parce que ce n'est que le fond qui peut guérir. En fait, ce que les Afro-Américains vivent, c'est profondément la souffrance d'un peuple. Ce qui est exprimé à différents moments, c'est cette souffrance-là. Ça ne veut pas dire que le fait qu'ils souffrent les autorise à avoir parfois ce discours-là, mais ce n'est que par ce moment-là qu'on peut comprendre à quel point c'est un peuple humilié. Why is a black life any more recoupable than a white life? You have to be logical. You know, if I know that in this hotel room they have food every day, and I'm knocking on the door every day to eat, and they open the door, let me see the party, let me see like them throwing salami all over I mean, just like throwing food around. Well, they're telling me there's no food in here. You know what I'm saying? Every day, I'm standing outside trying to sing my way in. You know what I'm saying?
We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song is going to change to we hungry, we need some food. After 2-3 weeks, it's like, you know, give me all the food, breaking out the door. And after a year, and you just like, you know what I'm saying, I'm picking the lock, coming through the door, blasting, you know what I'm saying? It's like you hungry, you reached your level, you don't want any more. We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with them, you know, with civil rights movement. We was asking, you know, now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're going to do? Les Afro-Américains sont la première prison de Noirs au monde. Un homme américain sur 3 passe obligatoirement sa vie en prison aux États-Unis. 1200 hommes noirs sur 100 000 Américains vont en prison dans leur vie. C'est immense. En comparaison, vous allez au Nigeria, c'est 34 pour 100 000 personnes. Vous allez dans des pays comme le Cameroun, c'est 80 pour 100 000 personnes. Aux États-Unis, ça explose tous les scores mondiaux. Qu'est-ce que c'est que la prison? Et c'est pour ça que des fois, les gens, quand ils vous disent que l'esclavage, c'était il y a 200 ans... Non, la prison, c'est le rappel même de ce que c'est que l'esclavage. Ces gens se battent pour leur dignité. Et ce que je mets en exergue ici, c'est que dans toute leur douleur, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces textes-là? C'est parce qu'aussi bizarre que ce soit, ils se sont reconnus dans cette souffrance. Aussi bizarre que ce soit, la souffrance qui leur a semblé la plus juste dans la Bible est celle du peuple G. Et donc, du coup, ça nous ramène à une sorte d'humilité, en tout cas, je parle de moi, et d'humanité. Et l'esclavage, pour eux, c'était pas il y a 500 ans. Vous le comprenez, en fait, dans tous leurs discours, dans toute cette manière de se dire que chaque fois qu'ils vont monter, ils vont tomber. Ils ont l'impression, à différents niveaux, de toujours le vivre. Et c'est dans ce genre de perfidie que parfois l'âme humaine, justement blessée, réussit à essayer de blesser l'autre. Mais tant que on ne se dit pas que voici le problème, en fait, on va laisser tomber. Et dans 10 ans, vu que Michael et tous les autres, on tombera sur d'autres artistes qui continueront à tenir ce même discours. Parce que le discours parle lui-même d'une blessure extrêmement profonde et que si on ne rend pas d'une certaine façon sa dignité avec le peuple, vous savez ce que moi je pense toujours que la graine de la haine, dès qu'elle est plantée, oui, on coupe, mais elle se diffuse. Et avec les réseaux sociaux, avec tous les podcasts qu'on voit de plus en plus, moi je ne pensais même pas dans ma vie, je vous dis la vérité, que de ma vie, je verrais les podcasts qui cartonnent aux États-Unis où on voit les gens tenir des propos raciste sur les Noirs, le peuple G. C'est assez effrayant de voir que nous en sommes là en 2025. Et c'est pour ça, selon moi, que Kanye est le symptôme de quelque chose. Ça veut pas dire que c'est pas grave, mais c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour pallier à cette chose beaucoup plus profonde, en fait, en regardant Kanye, parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'écouter, des interviews, les machins, avec les disques, tout. Jesus is King. Jesus is King, c'est pas un album de, tout le monde disait oui, c'est un album pour, se racheter auprès du public, ça n'a rien à voir. Kanye est toujours en guerre. Quand vous connaissez l'histoire religieuse, c'est un album de guerre. Jesus is King, c'est très clair d'ailleurs. Si vous avez vu la précédente vidéo sur un des conflits les plus difficiles au monde actuellement, cet album-là, et d'ailleurs il le dit dans une des chansons qui s'appelle C'est là, c'est un album de guerre. Il répète toujours la même chose. Il passe juste par différents moyens pour vous redire tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. En fait. En le voyant, ça m'a rappelé une fois que quand j'étais petit, mon père était allé une fois à Haïti. Et je crois une ou deux fois, et quand il était rentré d'Haïti, il passait tout son temps à dire « Oh, Haïti, c'est chez nous, franchement, tous les présidents africains devraient aller là-bas, on devrait s'excuser. Haïti, non, c'est chez nous. Quand moi je suis arrivé là-bas, c'était comme à la maison, c'est chez nous, je comprends pas et tout. On devrait aller s'excuser, les récupérer, en faire notre famille, voilà. » Et mon père en parlait peut-être pendant 1 ou 2 ans tout le temps, quand j'étais très jeune. Hein. Donc du coup, c'est en écoutant Kanye, parce que voilà, on est sur une chaîne YouTube. Moi, j'ai pas la solution qui va tout faire changer, mais en écoutant Kanye, pendant des années et des années, j'ai fini par comprendre que l'une des seules choses qui peut aider les Afro-Américains, c'est de leur faire, aussi bizarre que ce soit, grâce d'une immense empathie. Je parle principalement aux Africains. C'est pour ça que d'ailleurs que moi je suis content de voir les Ciara retourner. J'ai l'impression que Ciara se plaît à retourner au Bénin, les Lonely Hill. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un ancrage malgré tout. C'est une histoire qui a été brutalement coupée pour des gens qui se sont retrouvés comme ça dans un autre monde et qui ont toujours l'impression
d'être esclavagisés et sans racines profondes. Ou alors que leurs racines profondes ne correspondent pas, parce qu'on peut les comprendre aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde capitaliste et tout. Nous, quand on est en Afrique, on connaît que même si c'est pas super joyeux, on trouve du bonheur dans nos petits maquis et tout. C'est une autre mentalité. On n'est pas des peuples profondément capitalistes. Eux sont éduqués avec ça. Et donc, du coup, ils nous voient, ils se disent que, mais est-ce que c'est ça qui peut nous redonner notre blason? Et je pense que le seul moyen de leur témoigner tout l'amour possible et imaginable, c'est une grande preuve d'empathie. Vous voyez, même moi, à un moment, j'étais agacé des débats des Afro-Américains très xénophobes sur les artistes africains. Trevor Noah, not even from America, he just looked black. Et franchement, vous avez vu que depuis 1 an et demi, j'ai cessé. Je ne leur réponds même plus sur les réseaux sociaux, parce que je me suis dit qu'en vérité, c'est pas grave qu'ils nous insultent. Ils peuvent insulter les Africains toute la journée, c'est pas grave. Je vous ai déjà dit ça dans la précédente vidéo que je vous avais fait sur les rapprochements entre Antillais et Africains. Et moi, je ne parle là tout de suite qu'aux gens d'origine descendante africaine. C'est à vous que je m'adresse là, sur cette partie de la vidéo. Quand un Antillais vous dit que tu es sale noir ou que tu voles les papiers, tu te tais. Tu n'as pas besoin de commencer à lui raconter que oui, toi tu es esclave. Tu te tais. Il te dit tout ce qu'il veut te dire. Tu fermes ta bouche. Tu n'as pas besoin d'avoir un sentiment de supériorité par rapport à lui. Ce n'est pas le cas. Exprime-lui toute l'empathie que tu peux sans aucun sentiment de supériorité. Comme quand tu es en couple avec une personne, la personne te dit ouais vraiment, elle est fâchée, elle te dit des choses un peu dures. Tu dis bon, c'est pas grave. J'ai quand même cuisiné, c'est là-bas et tout. Quand tu seras pas fâché, bon, tu viendras manger et je serai toujours là. And black people have a lot of movies about the pain of slavery, right? It's almost impossible to find a movie about Mansa Musa. When you go to the African History Museum in Washington, D.C., it doesn't start with the idea of Africans being kings. It starts with the idea of Africans being slaves. Je pense que ce n'est que ça, en fait. Même quand vous voyez justement Kanye parler, clairement, il a un souci. Des fois, il pleure. Mais je pense que quand on le voit pleurer et à fond dans ce qu'il raconte aussi, c'est ça. C'est la recherche profonde de linéarité et de dignité, en fait. C'est un peuple qui cherche sa dignité et qui montre toutes ses capacités artistiques et tout, qui conserve, encore une fois, je vous ai dit, qui conserve absolument tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me saoule des fois de voir justement les rappeurs français ou je sais plus trop quoi, là, vous expliquer sur Twitter que non, si on prend ça un rappeur français, on prend ça un rappeur américain, parce que eux, justement, c'est très souvent, ils ont rien compris. C'est-à-dire que autant, je pense qu'une grande partie des Africains comprennent, autant on voit le combat des Afro-Américains, alors autant la ligne là de copieurs là qui prennent le rap aux États-Unis et qui prennent les sons africains, qui mélangent et qui nous croient qu'ils ont explosé le monde, bah là, cette ligne là, c'est vraiment la ligne zéro du monde noir. Eux, leur objectif dans la vie, c'est pouvoir dire qu'ils sont meilleurs que les rappeurs américains qu'ils ont copié toute leur vie parce qu'ils ont jamais créé aucun style musical, et de pouvoir traiter les autres de blédards. Donc vraiment l'inutilité complète. Mais quand on lève cette ligne là qui ne sert clairement à rien, je pense vraiment qu'il n'y a qu'un amour profond et empathique. Même si ça peut sembler utopique, vous êtes juste sur une YouTube, je pense que ce n'est que ça qui pourrait essayer au moins de rendre à ces gens leur dignité, et que ça viendra profondément malgré tout d'une grande partie des peuples noirs et notamment des Africains qui restent malgré tout la lignée la plus fidèle de l'histoire. Quand vous rentrez dans vos villages, pour les gens qui ont grandi en Afrique, vous savez d'où vous venez, en fait. Vous savez que il y a cette lignée-là. Et ce n'est pas la peine d'aller dire à quelqu'un que tu viens de là. Non, t'es pas obligé de brusquer les gens. Juste que si tu sais et que tu vois que quelqu'un ne sait pas, prends le temps soit de lui expliquer, mais même s'il ne comprend pas tout de suite, sois toujours le plus empathique possible avec cette personne-là. Parce qu'un peuple qui brûle, qui se bat, qui combat, toute leur musique dont on parle sur cette chaîne YouTube ne parle que de ça. Et ils le sont tous. Regardez, si Jay-Z dit à différents niveaux, ils sont tous toujours dans leur combat identitaire. Parce qu'ils savent, même dans le pire des capitalismes, que bon, c'est ce qui nous a amenés là. Et ce message précisément, je pense que même justement, les personnes de la communauté G peuvent ne pas comprendre ou complètement être énervées de voir Kanye dire toutes les horreurs qu'il dit, mais quand ils vont voir que derrière, c'est un peuple blessé, profondément humilié qui essaie de s'en sortir, ça c'est un message qui, je pense, est plus audible pour la majeure partie, en tout cas, des êtres humains sur cette planète Terre, parce que nous sommes tous à différents niveaux,
à la recherche de nous-mêmes. J'espère vous avoir donné le maximum d'éléments. J'espère aussi ne pas vous avoir choqué ou blessé, parce que le but n'était pas de vous choquer ou de vous blesser. Le but était de vous expliquer encore une fois la profondeur de son message, vous montrer en quoi, selon moi, il est incohérent, mais surtout mettre en exergue la souffrance d'une population sans justifier le fait que ça puisse en blesser d'autres. Pourquoi est-ce que j'ai mis en exergue cette souffrance une énième fois? Parce que je pense que ce n'est qu'en mettant en exergue cette souffrance qu'on pourra régler ce problème-là. Si on ne le fait pas, en fait, encore une fois, dans 10, 20 ans, on va toujours se retrouver avec la même chose. Et après, on ne se retrouvera plus qu'avec le message superficiel. Et c'est pire, parce que le message superficiel, c'est un discours de haine qui continue. Et encore une fois, vous savez ce que j'en pense. On sait toujours quand on plante la graine de la haine. Et on ne sait jamais où elle va finir par se planter. C'était Steve de Basic Feelings. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.